Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui les amis, je vais devoir me confesser auprès de vous, parce que oui, comme vous tous, je suis un pauvre pêcheur, voilà, j'ai fauté. Comme tout bon joueur de jeux de plateau, et bien à un moment donné dans ma vie, je me suis écarté du droit chemin et j'ai bafoué les règles du jeu. J'ai foulé au sol le sacro-saint livret de règles, j'ai mal interprété tel ou tel point, et ça m'a marqué, et donc... Voilà, j'ai ressenti le besoin de me confier, de vous en parler. Donc évidemment, aujourd'hui, ça va être un top 10, mais bien entendu, j'ai certainement beaucoup plus fauté que ça, hein, dans ma longue vie de joueur. Voilà, j'ai dû me tromper beaucoup plus que ça. Mais voilà, j'ai réfléchi un petit peu à vous faire un tout petit top, et il y a vraiment 10 événements, en fait, qui m'ont plutôt marqué. En gros, je les ai classés de la plus petite méprise à la plus grave. C'est un petit peu fonction de la nature de la faute, mais également du nombre de parties que ça a duré. Donc voilà, sans plus attendre, abordons immédiatement ce top de la honte. Alors, numéro 10, j'ai noté l'île infernale. Alors, c'est une erreur que j'ai commise il y a vraiment pas longtemps en fait, quand je me suis remis à jouer à l'île infernale avec mes filles. C'est une toute petite erreur, mais voilà, qui quand même modifie le jeu, évidemment. Et alors, si vous connaissez un petit peu l'île infernale, vous savez que dans l'île infernale, il y a des ponts. Et alors, ces ponts comptent comme des cases, certes, mais comme des cases particulières, spéciales. Puisqu'en fait, au lieu de traverser normalement ces cases, eh bien, on doit s'arrêter dessus. Et pour cause, puisqu'en fait, les boules de feu de l'île infernale peuvent tout à fait passer au pied du pont et le renverser. Donc ça ajoute un petit peu de piment, en fait, de devoir s'arrêter sur ces cases particulières. Et ça, ben, lors de nos une ou deux premières parties là avec mes filles, je l'avais complètement omis. Et d'ailleurs, dans la vidéo que j'ai faite sur la chaîne, eh bien, je n'en ai pas parlé. C'est un petit oubli, bon voilà, c'est pas un impact hautement stratégique, d'autant plus que bon, c'est l'île infernale quoi. Mais je tenais quand même à vous le dire ici, parce que notamment j'avais fait cette erreur dans la vidéo. Donc voilà, sachez-le, les ponts de l'île infernale, il faut s'arrêter dessus, sauf s'il y a déjà quelqu'un sur place. 9ème fail de règle, et alors là aussi, il s'est passé très récemment, c'était sur Abyss. Et alors là aussi, c'est un détail de règle hein, qui ne va pas chambouler le jeu, mais quand même, il a son importance. Alors, dans Abyss, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous pouvez acheter des seigneurs des mers. Et donc, pour les acheter, en fait, vous utilisez des alliés. Donc, ce sont des animaux issus de diverses factions, coquillages, étoiles de mer, crabes, etc. Sauf que ce que j'ai oublié dans notre dernière partie, c'est que l'on peut compléter, en fait, cette monnaie en allié par la monnaie qui sert elle-même à acheter les alliés, c'est-à-dire les perles. Et c'est vrai que c'est un point de règle qu'on peut oublier assez facilement, finalement, si ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Abyss. Donc c'est pour ça que je le positionne en fin de classement. Alors, numéro 8, là on attaque un gros morceau, il s'agit de Risk et de plusieurs erreurs dans Risk. Ça reste en 8ème position parce que ce sont des erreurs que nous avons fait étant jeune, étant enfant. Je pense aussi qu'elles proviennent peut-être d'une simplification des règles de la part des adultes qui nous ont introduits au risque. Et donc, même si ce sont de grosses erreurs, hein, même on pourrait dire de grossières erreurs, eh bien, je ne les place qu'ici parce que, voilà, c'était dans un contexte assez particulier. Donc, ces erreurs, il y en a 3. La première, c'est celle qui est liée au minimum de troupes engagées. Je m'explique, en fait, quand vous jouez à Risk, vous connaissez tous ce jeu, lorsque vous êtes attaquant, eh bien vous pouvez lancer 1, 2 ou 3 dés. Or, si vous remportez la victoire et que vous avez engagé 3 dés, eh bien vous devez en fait de pousser 3 unités dans le pays conquis. Et ça, nous on passait complètement à côté en fait. Pour nous en fait, il suffisait d'une seule unité pour occuper le territoire. Ensuite, on avait une seconde erreur qui avait lieu lors du redéploiement, c'est-à-dire que nous on n'avait pas vraiment de limite pour redéployer nos troupes. On prenait des troupes issues de n'importe quel territoire pour les redéployer n'importe où. Et voilà, ça se passait comme ça. Alors qu'en fait, au risque, c'est très réglementé, vous le savez, voilà, on ne peut prendre que les troupes d'un territoire pour les placer sur un autre et unique territoire. Et enfin, la troisième erreur que l'on faisait, c'est que l'on s'était mis en tête en fait qu'on ne pouvait attaquer que sur un seul front, c'est-à-dire que on ne peut, par exemple, si j'ai des troupes au Brésil, d'autres en Alaska et d'autres au Groenland, eh bien, si je décide d'attaquer depuis le Brésil, je ne peux continuer à attaquer que depuis ce point-là. Je ne peux pas déclencher le Groenland ou l'Alaska. Alors pourquoi est-ce qu'on avait fait ça ? Je n'ai aucune idée de ça. Pourquoi est-ce qu'on nous l'a expliqué comme ça? Je ne sais pas du tout, je ne saurais vraiment pas l'expliquer. Ça n'a pas vraiment de sens en fait comme idée de règle du jeu pour simplifier quelque chose pour des enfants. Donc voilà, je ne me l'explique pas. En tout cas voilà, s'il y a des gosses qui regardent mes vidéos, bien sachez que voilà, le jeu de risque est très très simple, mais on peut quand même se tromper. Pendant peut-être nos 2 premières années de risque, eh ben, je pense qu'on a fonctionné de cette manière. Avec 3 règles du jeu totalement
pourris. Donc c'est quand même quelque chose qui a duré un petit moment. Mais voilà, je les mets là parce que, je vous le dis, le contexte était particulier. Et puis, voilà, c'était, je pense que c'était même pas nous-mêmes qui avions ingéré les règles. 7ème erreur de ce classement, et là, elle est beaucoup plus grave. Parce que là, par contre, j'étais un adulte. Et alors, c'est une erreur qui s'est passée... Alors, 2 erreurs, exactement. Une première erreur qui s'est passée à la découverte de ce jeu, donc Mémoire 44. En fait, je pense que je suis allé très très vite en lisant la règle. Et donc, pour moi, en fait... Enfin, pour moi et la personne qui a découvert ce jeu avec moi, en fait, une unité, dans Mémoire 44... Eh bien, c'était un pion, tout simplement. Donc en fait, on a suivi le premier scénario, et puis au lieu de mettre, puisque normalement des unités d'infanterie c'est 4 pions, des unités de chars c'est 3 pions, etc., eh bien on a mis qu'un pion à chaque fois. Alors, ça fait des parties plus rapides, hein, parce qu'évidemment, les pions dans Mémoire 44, en fait, on les considère comme des points de vie, c'est-à-dire qu'une unité d'infanterie de 4, en fait, c'est une unité qui possède 4 points de vie. Évidemment, à partir du moment où tout n'a qu'un seul point de vie sur le plateau, les parties sont très très rapides, mais en plus de ça, c'est hyper déséquilibré, parce que ça veut dire que il y a le même nombre de points de vie pour une unité de char d'assaut, pour une unité d'artillerie, que pour une unité d'infanterie. Par contre, à la deuxième partie, alors l'erreur qu'on a faite, pour le coup, toujours donc sur Mémoire 44, c'est que on fusionnait les unités. Voilà, alors ce qui est totalement interdit dans la règle de jeu de Mémoire 44, je crois que en plus c'est écrit en rouge il me semble. C'est-à-dire que quand vous commencez à perdre des pions dans une unité d'infanterie par exemple, eh ben nous, on fusionnait avec une autre unité d'infanterie qui était à côté et qui allait sur la même case, voilà, pour reconstituer une unité pleine de 4 unités. Alors en soi, quand on réfléchit, c'est parfaitement logique, voilà, si on se met d'un point de vue réaliste, voilà, on est sur le champ de bataille, bon, voilà, on va essayer de reconstituer une unité de briques et de broc, mais du coup ça pénalise le jeu, parce qu'il faut savoir que quand même dans Mémoire 44 tu gagnes des médailles quand tu détruis des unités justement. Après on pourrait se dire que du coup quand il y a fusion d'unités, eh ben, l'ennemi gagne une médaille. Pourquoi pas, hein, ça peut être une variante. Après, à partir d'une erreur on peut créer une variante, sachez-le, mais en tout cas ça n'est pas dans les règles de base. Donc voilà, 2 erreurs sur Mémoire 44, chacune n'a duré qu'une seule partie, donc voilà, ça reste en 7ème position. Top 6 de la honte, 1775, la Révolution américaine. Alors ça c'est une erreur assez récente, puisque c'est un jeu d'ailleurs relativement récent, et là, voilà, première partie, pareil, grosse, mais alors, grosse erreur. En fait, 1775, la Révolution américaine, c'est un wargame, et dedans, donc, bien sûr, on va conquérir des territoires, on va se battre, on va détruire des unités adverses, mais il y a une phase du dé, en fait, qui vous oblige à manœuvrer. En fait, c'est un petit peu l'équivalent de la retraite dans Mémoire 44. Sauf que comme il n'y avait pas écrit retraite, ben nous on l'a interprété vraiment comme une manœuvre. Mais manœuvre dans le sens, ben je me déplace où je veux. Sauf que du coup, ça veut dire que ben, quand tu te déplaces où tu veux, et que tu te déplaces sur un territoire occupé, eh bien ça déclenchait un nouveau conflit qui du coup pouvait déclencher une nouvelle manœuvre, etc. Et donc il y avait une espèce d'effet comme ça en cascade, qui était mais totalement débile en fait. Enfin débile, je dis débile. En fait, nous quand on l'a fait, on trouvait pas ça si débile que ça, on trouvait que l'effet était plutôt sympathique. Mais c'est clair que là par contre, en termes de logique pure, c'est totalement débile. C'est-à-dire que tu viens de te prendre une poutrée sur le champ de bataille, tu vas pas repartir à côté pour attaquer d'autres mecs. Non, tu rentres chez toi avec ton baluchon et voilà. Donc voilà, sachez-le, dans 1775, une manœuvre, en fait, c'est une retraite. Et là je souris, hein, mais j'ai bien conscience qu'en faisant cette vidéo, ben au mieux je passe pour quelqu'un de pas très méticuleux, au pire pour un gros débile. C'est le mec qui sait pas lire en fait. 5ème de ce top des gros fails qui m'ont marqué, Senseiya. Alors, Senseiya, le jeu de deck building qui est un très bon jeu, je vous le conseille. Et bien là aussi c'est une erreur qui, heureusement, n'a duré qu'une seule partie. Et c'est une erreur quand même qui pèse lourd quand vous pratiquez ce jeu. En fait, dans ce jeu de deck building, vous avez 2 monnaies d'échange. Vous avez la force et vous avez le cosmos. Et donc, comme dans tous les jeux de deck building, vous achetez des cartes pour pouvoir les mettre dans votre défausse pour que ensuite ils fassent partie de votre propre pioche et que à un moment donné dans la partie, vous puissiez ressortir ces cartes acquises pour pouvoir poutrer la gueule de vos adversaires ou acheter de meilleures cartes, etc., etc. Et donc, il y a une de ces 2 monnaies d'échange dans ce jeu qui s'utilise de manière tout à fait normale, la force. Mais par contre, avec le cosmos, lorsque vous achetez une carte, vous la récupérez directement dans votre main. Et donc voilà, c'est ça qu'on n'a pas compris sur la première partie. Nous, en fait, on a fonctionné avec le cosmos comme avec la force. Et là, ça change tout, parce que le cosmos, c'est vraiment quelque chose qui procure un avantage énorme quand vous l'utilisez. Vous avez compris que vous n'êtes pas obligé de repasser la carte par la défausse, de remélanger, etc. Donc ce système des 2 monnaies dans Senseiya, il est vraiment
primordial. Mais bon voilà, je vous le dis, ça n'a pas duré longtemps, la première partie c'est corrigé désormais, pas de souci. Alors là on commence à rentrer maintenant dans les énormes, mais énormes erreurs, avec en 4e position de ce top de la honte, Lords of Scotland. Alors là, heureusement, ça n'a duré également qu'une seule partie. C'était pas la première parce qu'en fait, on avait déjà fait plusieurs parties de Lords of Scotland et ça s'était très bien passé. Sauf que là, c'était la première fois que je jouais avec un autre groupe de joueurs et je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai eu un bug, je sais pas, j'étais fatigué cette soirée-là. Mais on a joué, mais complètement à côté de la plaque. Alors bien sûr, tout le monde m'a fait confiance, hein, puisque moi je connaissais soi-disant parfaitement bien le jeu, je connaissais bien les règles, j'avais joué plusieurs fois, mais pas avec ces personnes-là, et donc ils m'ont fait confiance aveuglément. Ils auraient pas dû. Alors déjà, Lords of Scotland, moi c'est un jeu que je recommande parce que il est vraiment très très bon. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui l'explique, même si elle date un petit peu, je vous conseille d'aller la voir. Je vous conseille vraiment de pratiquer ce jeu. Mais alors, il est très malin et il y a une petite subtilité en fait dans ce jeu que j'ai mais totalement zappé ce soir-là. Vous mettez un personnage, en face, vos adversaires vont mettre également des personnages et donc celui qui aura le plus de force de son côté en fait va gagner l'escarmouche. Sauf que vous pouvez jouer des cartes face visible et des cartes face cachée. Donc quand vous jouez des cartes face cachée en fait c'est pour préserver le mystère en fait autour de la force qui se trouve de votre côté du terrain. Et lorsque vous jouez des cartes face visible, ça a quand même un avantage parce que ça vous permet de déclencher des pouvoirs spéciaux. À une seule condition, il s'agit que personne d'autre autour de la table n'ait joué une carte de valeur inférieure à la carte que vous jouez. Ce qui en fait un jeu très tactique parce qu'en fait si vous jouez très rapidement des cartes avec un chiffre très très bas, eh bien vous bloquez facilement les pouvoirs des adversaires. Mais vous n'avez pas forcément intérêt à jouer ces cartes là parce que voilà, c'est le jeu qui est comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails de Lords of Scotland ici. Et le truc c'est que j'ai oublié de mentionner cette fameuse condition de valeur. C'est-à-dire que pour déclencher le pouvoir, je le répète, il faut que ce soit la plus petite carte jouée autour de la table. Ça m'est parvenu. J'ai zappé complètement ça, et donc du coup on a assisté à un festival de pouvoirs spéciaux autour de la table, vous l'imaginez bien. Puisque s'il n'y a plus de conditions pour jouer ces cartes-là, il n'y a aucun intérêt à les jouer face cachée. Vous jouez tout face visible, puisqu'il y a des pouvoirs, ça fait des combos, etc. etc. Et là, du coup, ben, Lords of Scotland perd tout son intérêt. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est passé crème. Je me suis douté que quelque chose allait pas, je pense. Mais ouais, je vous dis, je devais être fatigué, j'en sais rien, et je pense que, voilà, le jeu s'est déroulé comme ça, sans qu'on revienne à la règle, sans qu'on... Et je pense que d'ailleurs, les gens qui ont joué ce soir-là ont été assez déçus du jeu, parce que, oui, c'est clair, c'était ma faute, hein. Le jeu a perdu absolument tout son intérêt, donc, mais à culpa, mais vraiment, je sais pas s'ils regardent la vidéo, ces gens-là, mais voilà, c'est désolé, franchement, je vous ai fait passer une mauvaise partie de jeu. Je me l'excuse toujours pas, hein. D'ailleurs, la partie qui a suivi, il y avait un des gars qui était là ce soir-là. J'ai essayé d'esquiver en expliquant oui non mais ça se joue comme ça etc. Voilà, le mec a capté direct en fait. Il m'a dit mais on n'a pas joué comme ça la dernière fois. Et moi si je t'assure hein, tu sais genre non mais c'est toi qui as pas compris, c'est pas possible. Une mauvaise foi. Mais j'étais tellement honteux en fait de cette pauvre partie que je suis désolé, honnêtement je suis désolé. Putain c'est vraiment un de mes plus mauvais souvenirs comme ça de jeu quoi. Alors maintenant top 3 de ce top de la honte. Vraiment plus ça va plus j'ai chaud hein. Star Wars JCE, c'est un de mes jeux préférés mais... Alors après voilà, pour ma défense, Star Wars JCE, moi je trouve que le livret de règles est vraiment super mal fait. Honnêtement si vous devez jouer, alors peut-être j'en ferai une vidéo explicative, un de ces quatre, mais sinon allez plutôt mater les vidéos explicatives qu'avait fait Edge en son temps, qui sont très claires, voilà, parce que le livret, moi je le trouve que c'est une usine à gaz. C'est vraiment le genre de livret, vous savez, qui fait peut-être 25 pages, voilà, alors qu'en 4 pages, en fait, t'aurais tout résumé. Et du coup, ça se perd dans des détails, des réexplications, des machins. Mais voilà, je pense que les erreurs dont je vais vous parler ici sur Star Wars, je les ai faites sur les peut-être 2-3 premières parties de Star Wars JCE. Et je les ai refaites plus tard quand je me suis remis à y jouer après une longue période, en fait, d'inactivité sur Star Wars JCE. Et c'est un copain à moi d'ailleurs qui les a décelés parce qu'il était juste à côté, il jouait pas, il avait qu'une seule chose à faire, c'était relire le livret de règles. Et donc il a pointé du doigt, il fait hey, tu sais que là et là tu te trompes. Ah mince, on est aux 3/4 de la partie là, c'est dommage. Donc ces points de règles sur lesquels je me suis totalement planté et qui bousillent absolument le jeu concernent
absolument tous les jetons Focus. Alors, si vous ne connaissez pas Star Wars JCE, les jetons Focus, ce sont des tokens qui permettent en fait de matérialiser l'indisponibilité des unités. Alors, autant quand vous déclenchez une action, en fait, vous rendez votre carte indisponible, donc au lieu de la pencher sur le côté, vous mettez un petit jeton Focus dessus, c'est très visuel, c'est très bien fait. Mais vous pouvez également immobiliser, rendre indisponibles des unités adverses. Parce que vous possédez des icônes de combat sur certaines unités qui vous permettent de le faire lorsque ces dernières sont engagées dans un conflit. Et alors, premier point à côté duquel j'étais totalement, mais alors totalement passé à côté, c'est que ces jetons Focus, on n'est pas obligé de les distribuer qu'à des unités qui sont engagées dans le combat. On peut également les distribuer aux unités qui sont placées en arrière. Tant qu'elles sont en jeu, posées sur la table, même si elles ne participent pas au conflit, eh bien on peut les focaliser. La deuxième chose à côté de laquelle j'étais totalement passé, c'est que les unités, alors dans Star Wars JCE, on peut dédier des unités à la force, ça nous donne certains avantages pour gagner la partie, etc. Mais ces unités-là, en fait, elles subissent une pénalité quand elles viennent au combat. C'est-à-dire que lorsque ces unités participent à un combat, et que donc elles sont activées, et que donc elles sont focalisées, eh bien elles prennent 2 jetons Focus au lieu de 1. Mais en plus de ça, la troisième chose dont j'étais totalement passé à côté par rapport aux jetons Focus, c'est que, vous le savez, sur les jeux de confrontation asymétrique, surtout chez Edge, comme ça, vous avez souvent des traits sur les cartes. Les traits, c'est des mentions spéciales, en fait, un petit mot, en fait, qui rapporte à un certain pouvoir. Par exemple, guerrier, sorcier, mage, que sais-je. Et dans Star Wars JCE, il y a un trait qui s'appelle élite. Et lorsqu'on fait partie de l'élite, en fait, et que l'on se situe en phase de restauration, c'est-à-dire qu'on enlève tous les jetons Focus pour rendre à nouveau ces unités disponibles, eh bien, un personnage marqué élite, lui, il retire carrément 2 jetons Focus. Ce qui fait qu'en fait, vous l'avez compris, quand on met quelqu'un dans la force, il est focusé avec 2 jetons, mais s'il est élite, on lui retire ses 2 jetons le tour d'après. Donc, évidemment, tu vas plus dédier à la force des gens qui font partie de l'élite, tout simplement. C'est vrai que les premières parties de Star Wars JCE, dans mon esprit, c'était assez nébuleux, là, cette histoire de jetons Focus. Alors que les jetons Focus, ils sont vraiment là pour faciliter la lisibilité du jeu. Hein. Donc c'est très bien fait, je critique absolument pas le mécanisme, là, si vous voulez, des jetons Focus, et l'idée d'avoir mis ces jetons Focus. Mais je pense que ça vient vraiment du livret de règles, que moi, la première fois, j'ai vraiment trouvé... c'était brouillard. Top 2 de ce top de la méga honte. Là, vous allez vous marrer, hein, parce que quand vous allez comprendre, quand vous allez savoir de quel jeu on parle, il s'agit de Flamme Rouge. Là, c'est vraiment une honte pour moi. Vraiment, quand on me l'a fait remarquer, je savais pas où me mettre. Je pense que la première partie de Flamme Rouge, on l'a bien joué. Je suis pas sûr, honnêtement. Mais alors, cette erreur a duré bien 6 ou 7 parties de Flamme Rouge. Un scandale, vraiment... Je me sens mal même d'en parler là, vous voyez. Flamme Rouge, donc c'est un jeu de course de vélo, je pense que vous le connaissez tous, voilà, c'est un jeu à succès. Et alors, figurez-vous que j'ai interprété la règle de telle manière que, en fait, quand tu joues ta carte pour avancer, si devant toi les vélos bouchent le passage, en fait, tu ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire que tes points de déplacement sont perdus. Franchement, je fais cette vidéo, mais c'est pour vous. Parce que, putain, j'ai honte. Et quand on me l'a fait remarquer, j'étais vraiment, mais je pense que j'étais rouge. C'est ma soeur qui me l'a fait remarquer. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo sur Flamme Rouge. Parce que, en plus, on venait de faire une partie avec mes règles totalement pétées. Et là, elle te fait remarquer, elle fait, on peut refaire une partie là, parce qu'en fait, mais avec les vraies règles, par contre, cette fois. Ça, c'est terrible, hein, quand on vous prend en défaut comme ça. Sur une règle de jeu, encore, on peut te prendre en défaut, bon, sur un petit détail, tu vois, c'est vrai, la perle pour payer dans la bise, ce genre de truc-là. Encore que là, c'est moi qui l'avais vu, mais là, sur un truc aussi basique, sur un jeu aussi basique que Flamme Rouge, qui est facile à expliquer, qui est très facile à comprendre, et là, se planter à ce point-là, dans la mécanique de jeu, mais c'est une horreur, en fait. C'est vraiment, t'es là, c'est la lapidation, ouais. Tout le monde te fusille du regard. Putain, la partie, elle a servi à rien, tu vois, c'est vraiment terrible, quoi. Ah, mais là, c'est vraiment... putain, j'ai été débile ce jour-là. Franchement, le jour où j'ai interprété ça comme ça, mais n'importe quoi. N'importe quoi. En plus, tu le vois qu'il y a un problème. Tu vois qu'il manque des points pour finir ta course, donc c'est débile. Alors, numéro 1 de ce top de la honte. Mais là, je pense que je vais me faire, mais incendier dans les commentaires, mais vraiment, mais encore plus que pour Flamme Rouge. Il s'agit de Carcassonne. Alors Carcassonne, là par contre, j'ai des circonstances atténuantes. Parce que c'était... moi, il faut savoir qu'en fait, j'ai eu une longue période, en fait, où ça a été un peu le calme plat au niveau des jeux de plateau, des jeux de société, tout simplement parce que j'avais d'autres centres d'intérêt, etc. J'avais pas le temps, j'avais pas les joueurs, etc., etc. C'était un peu le Dark Ages, vous voyez, pour moi, du jeu de société. Ça a été une période de 8-9 ans, vous voyez, entre... 10
19 ans et 28 ans, je dirais, par là. Et c'est à partir de 2010 que je reviens vraiment dans le jeu de plateau. Alors j'ai continué à jouer, attention, hein, faut pas croire que c'est, voilà, quand je dis c'est calme plat, c'est juste que j'ai pas fait vraiment de nouvelles découvertes, mais j'ai continué à jouer, ça y a pas de souci. Moins qu'aujourd'hui, ça c'est clair, et moins qu'avant. On a toujours été des joueurs de toute façon, nous, dans la famille. Mais c'est vraiment à partir de 2010 que je reviens de plein pied dans le jeu de plateau, que je commence à me refaire une ludothèque et tout ça, et où je découvre vraiment des jeux qui vont à nouveau changer ma vie, on va dire. C'est un petit peu le revival, quoi. Je découvre du coup sur le tard successivement Small World et Citadel, déjà, hein, pour démarrer, si tu veux, on pouvait pas mieux démarrer, je pense. C'est un de mes frères qui me fait découvrir ça en 2010, parce que lui, il est toujours à fond dans le jeu de plateau, et je veux dire, là, pour le coup, il m'a accroché, mais direct. Et juste après, je découvre donc vraiment sur le tard, là, pour le coup, les colons de Catane et Carcassonne. Carcassonne qui, je crois, sort en 2001. Donc, vous voyez, je le découvre avec 9 ans de retard. Donc déjà, ça en soi, voilà, c'est une faute, on est d'accord. Je me suis égaré. Le jeu de Carcassonne que je découvre à ce moment-là est un jeu qui a déjà un certain âge, qui vient d'une ludothèque, avec une règle écrite à la main, traduite de l'allemand, et je pense que tous les détails n'étaient pas présents dans les règles du jeu. Ce qui fait que du coup, on est passé à côté d'une des mécaniques essentiel de Carcassonne, mais alors pour le coup pendant très longtemps, et quand je dis très longtemps, je pense que ça a dû faire facile 25-30 parties de Carcassonne, peut-être même plus, voilà, j'ai pas peur de le dire. Je pense que là c'est vraiment le fail des fails, alors sur le jeu sur lequel il faut absolument pas qu'il y ait un fail, parce que c'est Carcassonne, et pour ce que ça représente, et là pour le coup quand on te dit mais c'est pas ça les règles du jeu, et que tu te fais prendre sur Carcassonne, et que toi t'as commencé justement à rentrer à fond dans le jeu de plateau et tout ça, et que tu te rends compte qu'en fait, là tu tombes d'eau, quand tu te rends compte qu'en fait tu joues mal à Carcassonne, là tu te remets en question, je te jure, tu fais une petite retraite au Tibet. On s'est gouré sur l'essentiel de Carcassonne, c'est-à-dire que, en fait on s'est gouré, et j'étais pas le seul, hein, ma femme était là, voilà, on a été plusieurs à, quelque part, découvrir Carcassonne, et on s'est tous planté comme ça pendant plusieurs dizaines de parties. On posait bien le meeple sur la tuile que l'on posait, voilà, y a pas de problème avec ça. Mais par contre, on s'interdisait pas de le poser dans une zone où il y avait déjà un meeple adverse, c'est-à-dire sur une route déjà occupée par un meeple adverse, dans une ville déjà occupée par un meeple adverse, voilà. Bon, les abbayes, bien sûr, là, on n'était pas cons à ce point-là, on sait bien que, voilà, il y a un meeple, tu peux pas en mettre un deuxième sur la même tuile. Mais du coup, on n'avait pas ce détail-là, en fait. Et alors, peut-être qu'on s'est trompé en lisant la règle, mais je pense vraiment, dans ma mémoire, la règle était vraiment brouillonne. Je vous dis, c'était traduit de l'allemand. C'était vraiment un des premiers jeux de Carcassonne, à mon avis, qui avait été ressorti du tiroir. Et c'était, voilà, je pense que ça avait été traduit un petit peu à la porte-pièce. Je veux pas non plus rejeter la faute. Peut-être que, voilà, ça vient de nous. Peut-être, je vais dire, allez, 50% de chance que ce soit notre faute, 50% de chance que ce soit la règle, peu importe, c'est pas grave, ça m'a permis de connaître Carcassonne quand même. Mais voilà, vous connaissez tous Carcassonne et vous savez très bien que ce point de règle est crucial, c'est-à-dire que on ne peut pas mettre dans la même zone qu'un adversaire, c'est-à-dire qu'il faut que ces zones se rejoignent après. On ne peut jamais disputer une majorité à Carcassonne en ayant connaissance d'une adversité sur la zone contestée. Donc voilà, là c'est vraiment, si vous voulez, pour moi, le fail le plus honteux, mais à un niveau que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que déjà sur Flamme Rouge, on est à un niveau énorme, mais alors là sur Carcassonne, c'est... Vous dire ça là, ici, alors que je tiens une chaîne qui parle de jeux de plateau, ça c'est une erreur qui mériterait presque que je ferme la chaîne, quoi, voilà. Je pense que c'est la vidéo la plus terrible qui m'ait été donnée de faire sur cette chaîne. Enfin, reconnaître que tu fais des erreurs de règles, alors qu'en fait, quand tu réfléchis bien, tout le monde en a fait. Franchement, moi c'est pareil, j'ai pu en pointer du doigt chez d'autres. Voilà, c'est normal. Tout le monde est humain, en fait, je sais pas. Est-ce que vous faites des fautes, vous? Tiens, dites-moi ça en commentaire, c'est la phrase pourrie de YouTube. Non mais vraiment, ça m'intéresse en vrai de savoir si vous avez fait autant d'erreurs que moi. Sur des jeux évidents, sur des jeux simples, ça me rassurerait quelque part en fait qu'il y en ait qui se dénoncent, tu vois. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un débat. Est-ce que l'erreur est inhérente à la pratique du jeu de plateau, tu vois? C'est vraiment... Ce serait un sujet intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a des gens qui ne font jamais d'erreur?
À mon avis, les gens qui ne font jamais d'erreur dans les jeux de plateau, vous savez quoi, ils jouent pas à énormément de jeux de plateau. Je pense qu'ils ont une ludothèque qui est pas si conséquente que ça, ils tournent un petit peu toujours sur les mêmes jeux. Peut-être. Voilà. Mais ouais, à mon avis, l'infaillible du jeu de plateau, c'est juste un mec qui s'est planté et qui s'ignore. Mais voilà, j'essaye aussi de me rassurer, vous voyez. Bon, voilà, après, l'utilité de cette vidéo, c'était pas de me rassurer personnellement, hein, c'était surtout de faire une vidéo originale. Il me semble que j'ai jamais vu ça ailleurs, voilà, top 10 des plus gros fails de règles. Voilà, je suis quelqu'un de faillible, je suis quelqu'un d'humain, sachez-le. Puis si ça peut permettre à d'autres qui sont en train de faire les mêmes erreurs que moi-même j'ai commises sur ces 10 jeux-là, mais écoutez... Moi, pour moi, ça serait une grande satisfaction, déjà. Voilà pour ce top 10 de la méga honte. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo avec un petit peu plus de dignité, n'oubliez pas, entre-temps, de mettre les pions sur la table.